Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source, dédié au sport et au digital. Salut à tous, merci d'être là pour un nouvel épisode de Le Corner. Aujourd'hui, on est ravis d'ouvrir un petit peu nos chakras et aller un petit peu au-delà de notre zone de confort dans le sport digital habituel. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Michel Badian. Salut, Salut Samuel. comment ça va? Bah écoute, très bien, hein, la santé va bien et j'irai pas jusqu'à dire qu'on sort de cette crise sanitaire, mais c'est un petit peu plus vivable pour tout le monde, donc on renoue un petit peu avec les gens, c'est assez drôle, mais c'est plutôt sympa. Ouais, Tu peux retourner sur le terrain et dans les stades, quoi. ouais, ça j'y étais encore il y a 2 jours au Roison Park pour le Rennes Clermont, donc non, ça fait plaisir de revoir des gens heureux. Quand le Stade Rennais s'impose, c'est encore mieux. Ouais. Ouais, c'est vrai que tu es un breton d'adoption maintenant, mais on y reviendra. On a Mathieu aussi avec nous. Salut Matt. Salut les gars, ça va? Ça La va. forme et toi? Écoute, ça va très bien, merci. Heureux également d'avoir retrouvé les terrains, en tout cas les stades. J'allais te demander quel terrain pour toi. Ouais, c'est pas le terrain des tribunes. Non, mais effectivement, je rejoins Bad. C'était très cool de pouvoir retourner un petit peu au stade. Je vais aller voir Clermont aussi, comme quoi Toi, tu vas c'est voir le club qui se prend des fessées en ce moment. exactement. Tu vois, on essaie de reprendre en se mettant de bonnes conditions et de repartir du stade en supporter heureux. Donc écoute, non, c'est cool, mais en tout cas très content de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Donc Jean-Michel, pour nos éditeurs, le surnom de Jean-Michel, c'est Bad. Donc il se peut qu'on le prénomme comme ça, enfin qu'on l'appelle comme ça pendant la longueur du podcast. Mais pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux nous faire une petite introduction, un peu ton background, aussi bien perso que professionnel, et qui t'a mené où t'en es aujourd'hui? Bah, je suis un gars assez simple, hein, issu du 95, d'une petite ville à côté de Cergy. Donc Cergy aussi, ville de beaucoup de talent, mais on est juste à côté à Vauréal. J'ai commencé le football moi très très tôt parce que j'ai commencé à 7 ans. 7 ans, j'ai eu une première licence dans un petit club à côté de chez moi où j'ai joué 6 mois avant de pouvoir intégrer déjà le Paris Saint-Germain. Alors ça a été le premier coup du destin parce que pour la petite histoire, j'étais pas prédestiné à rentrer en tout cas aussitôt dans ce qui est pour moi le plus grand club de France. Mais j'avais un oncle qui devait y rentrer en fait, qui a eu une carrière lui professionnelle en Ligue 2, qui était sur un moment un petit peu creux, donc qui avait décidé avec celui qui s'occupait de sa carrière de rebondir. Et rebondir, c'était au Paris Saint-Germain avec le centre de formation, en espérant pouvoir trouver une lumière et trouver cette capacité de rebond pour retrouver un autre club. Et j'avais décidé de l'accompagner sur sa semaine où il s'entraînait et ils m'ont vu jouer à côté. Bon, c'était des trucs assez simples, hein, jongler, les gestes techniques qu'on voit un petit peu aujourd'hui un peu partout. Et c'est comme ça qu'on m'a proposé de pouvoir faire un essai aussi avec la catégorie de jeunes concernés, avec des joueurs comme Mounir Robadi, qui a fait une carrière aussi, comme Moussine Karja, comme Maxime Baka. On avait une très très belle génération. Donc c'est comme ça que j'ai intégré le PSG à l'âge de 8 ans. J'ai connu toutes les catégories, à l'exception des 15 ans où là j'étais à l'INF Clairefontaine, puisque j'ai fait 3 ans à l'INF Clairefontaine. Suite à ce parcours à l'INF Clairefontaine de 3 ans, bah, il y a un choix qui se pose, hein. Samuel, tu le sais aussi, puisque ton frère a été sujet à ce choix. C'est pour quel centre de formation opter. Pour moi, ça a été très vite, dans le sens où j'ai toujours vu le football comme un projet familial et je suis issu d'une famille, certes d'origine sénégalaise, mais supportrice du Paris Saint-Germain. Donc, on avait l'intention, malgré les avis qui étaient très souvent contraires, de revenir au PSG. Et même si on nous disait que c'était un club qui faisait pas trop confiance aux jeunes, qui avait à chaque fois un, deux joueurs, grand maxi, qui intégraient le groupe pro, bah, on partait du principe qu'on allait travailler dur pour être l'un de ces deux joueurs. Ce qui fut le cas, ce qui fait que j'ai vécu aussi de grosses émotions avec ce club, avec de très gros joueurs, aussi des coachs de grande qualité. J'ai connu aussi l'équipe de France Espoir grâce aux prestations que j'ai pu avoir avec l'équipe première à Paris, avant qu'un choix aussi, un deuxième choix s'offre à moi. Et c'est ce qui fait que j'ai opté pour Sedan, comme qu'on fait pas toujours des bons choix, hein. J'ai opté pour Sedan, où j'ai signé un contrat de 3 ans avec cette volonté de pouvoir jouer beaucoup plus.
ce qui est le cas la première saison avant que les deux autres saisons soient beaucoup plus compliquées pour moi. Pas tant sur le terrain, mais plus dans le rapport que j'ai avec la direction sportive. Donc derrière ça, il a fallu trouver un projet, en tout cas, où, comme j'ai tendance à le penser, l'importance des gens avec qui tu travailles, la dynamique que vous êtes amené à instaurer au quotidien. C'est ce qui m'a fait opter pour le Paris FC, d'Alain Mboma, le frère de Patrick, qui a joué aussi au Paris Saint-Germain, et aussi dans un groupe où je retrouvais aussi pas mal de joueurs que je connaissais, une ville aussi que je connais parfaitement, donc c'était le très bon projet pour continuer et finir le parcours sportif qui était le mien. C'est intéressant, on reviendra sur l'importance des gens un peu dans ce parcours-là. Et ensuite, pour aller un peu sur ta transition post-carrière, du coup, parce que c'est surtout là où ça va être intéressant pour nous et d'échanger là-dessus. Et on avait reçu Louis Sa il y a un petit bout de temps, alors qu'il a eu une carrière assez impressionnante, lui, avec notamment un passage remarqué du côté du championnat anglais. Comment s'est passée ta transition, toi? Comment est-ce que tu as commencé à aborder le fait de dire, bon, bah, ça y est, moi, ma carrière sportive est terminée. Comment est-ce que j'envisage la suite et comment est-ce que tu as fait tes choix pour arriver où tu en es maintenant? Très honnêtement, de façon très simple. Alors, je sais que beaucoup disent que lorsqu'on est amené à arrêter, c'est déjà une petite mort. Moi, je l'ai pas vécu comme tel, dans le sens où j'ai eu la sensation tout au long de mon parcours dans le football d'être sans cesse en transition. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que même s'il y avait l'envie de devenir footballeur professionnel, si on est tout à fait honnête, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû parce que très tôt on m'a décelé un problème qui aurait dû m'empêcher de pouvoir pratiquer l'activité au haut niveau. J'ai aussi eu de très grosses blessures. Quand on se fait 2 fois les croisés, une rupture du tendon d'Achille, une ablation du ménisque, une rotule fissurée, alors qu'on n'a même pas 19 ans et qu'on n'a même pas joué un match en Ligue 1. Il y a de grandes chances qu'on finisse pas à 38 ans, quoi. Donc ça, il faut l'intégrer. Et puis, quand je parlais tout à l'heure du projet familial, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont toujours sensibilisé à la réflexion. Alors, pas que sportive, mais puisqu'on parle de football, très souvent dans le sport, quoi. Pouvoir analyser les matchs, savoir pourquoi on fait les choses. Alors parfois tu as des entraîneurs qui te l'expliquent parce qu'ils sont très ouverts, parfois tu en as d'autres qui n'ont pas le temps ou pas envie. Donc pour moi cette transition elle a été très très simple. Elle a été très très simple. Je me suis toujours ouvert à différents secteurs d'activité dans le sport ou pas, même si j'ai une passion prédominante pour le football et que j'en bouffe pas mal, même un peu trop si j'en crois ma compagne, mais la transition elle se fait parce que c'était le bon moment et qu'il fallait aller faire autre chose, quoi. En t'écoutant, on a presque l'impression que tu es devenu pro par hasard et que enfin, tu vois, les notions de talent, d'effort, etc., on le ressent pas trop dans ton discours. Toi, c'est vraiment le côté, tu avais une capacité relativement moyenne supérieure qui a fait que tu as réussi à parvenir à ce niveau et que tu en as profité et que tu as aimé ta carrière, où il y a eu quand même des efforts à côté parce que tu avais vraiment cette volonté d'être joueur professionnel et de t'accrocher le plus longtemps possible. Non, j'irais pas jusqu'à dire que j'ai été footballeur pro par hasard parce que sans fausse modestie, dans toutes les catégories où j'ai été amené à évoluer, j'ai toujours été considéré comme un joueur qui jouait beaucoup, un joueur qui était considéré comme un leader, un joueur qui passait les étapes très rapidement. À 17 ans, je m'entraînais avec un groupe de stars au Paris Saint-Germain. Maintenant, c'est plus sur l'aspect, on a tous un potentiel physique qui est ce qu'il est au départ et qui est en général moins bon en fin de carrière. Mais quand il est déjà très entamé à 19 ans, moi j'ai tout de suite compris qu'il allait me falloir beaucoup plus d'efforts, non pas en termes de travail, parce que ces notions de travail, tu les as ou tu les as pas. Moi en l'occurrence, mes parents me les ont inculquées très vite, mais plus en termes de réflexion sur les différents paramètres qui allaient être les miens en termes de besoins pour performer, parce que forcément quand t'as un capital physique qui se retrouve en difficulté très tôt, tu es obligé de réfléchir différemment.
comment tu vas te préparer, comment tu vas t'entraîner, parce que là, t'es limite réglé comme une Formule 1, quoi. Le moindre gramme de prix, tu le ressens sur tes articulations et très tôt. Moi, en plus de ça, j'étais insomniaque, donc je dormais très très peu la nuit. Donc tout ça, c'est un rythme de vie qui fait que moi, à 19 ans, j'avais un staff autour de moi, quoi. J'avais un kiné que je payais à plein temps, j'avais un ostéo à plein temps, j'avais un masseur, j'avais un cuisinier, parce que je savais bien que c'était mon outil de travail et que déjà, quand on travaille beaucoup, on n'a jamais l'assurance de performance, mais quand on travaille pas ou pas bien, alors on a l'assurance de non-performance, quoi. Ouais. Je vais ajouter un truc si tu me le permets, Bad. Les gens l'auront compris, pardon, on est assez proches, on se connaît maintenant depuis de nombreuses années. Moi, il y a une observation que j'ai toujours fait depuis que je te connais et donc depuis que quand t'étais encore joueur. J'ai jamais senti chez toi cette notion d'absolue nécessité ou d'urgence d'être uniquement footballeur professionnel. Je m'explique. Pour beaucoup de gens qui sont dans cette réflexion-là et qui veulent devenir pro, il y a une réflexion qui est uniquement tournée autour de, effectivement, mes 10 ans de carrière et les compétences que je vais être capable de mettre au service de ça. Moi, j'ai toujours senti chez toi la capacité et je dirais la froideur de pouvoir te dire, il y a effectivement ma carrière de sportif, mais mes compétences, elles sont complètement transférables vers d'autres métiers autour du football. Moi, c'est comme ça, en tout cas, je l'ai ressenti si je comparais ton parcours et ta réflexion sur les discussions qu'on pouvait avoir par rapport à celle que j'ai eue avec d'autres personnes. Est-ce que ça, tu penses que j'étais capable de le percevoir parce que moi, j'avais le regard de l'ami d'une position externe, ou est-ce que toi, c'est quelque chose vraiment que tu gardais en tête, à savoir, aujourd'hui, je suis dans ma carrière sportive, mais demain, j'aurai aucun problème à réaliser ma transition parce que je sais quelles compétences je vais amener dans ma transition vers d'autres métiers. Bah ça c'est aussi, je te rejoins là-dessus parce que effectivement on se connaît bien, donc tu as très bien situé l'état d'esprit qui était le mien. Après, encore une fois, toi tu es capable de le situer parce qu'on se connaît très bien. Tout le monde n'est pas capable de le situer parce que quand tu parles d'autres choses qui ne sont pas liées au rectangle vert, les gens ont tendance à penser que t'es pas totalement impliqué dans ce qui est ton quotidien, à savoir le football. Alors que je mets au défi beaucoup de pouvoir me dire qu'il regarde plus de matchs que moi. J'adore débattre, j'adore regarder le foot pour ce qu'il est, j'adore tout ce qui est lié à la préparation et à tous les ingrédients qu'on met à côté. Maintenant, j'ai eu une chance et ça, je remercierai jamais assez que ce soit mes parents, mon frère, ma sœur ou mes amis, c'est qu'ils n'étaient pas uniquement dans le football. Donc ils pouvaient m'ouvrir, j'en sais rien, à l'art, au voyage, à l'entrepreneuriat, parce que je vois aussi des potes qui sont pas passés pro et qui ont été dans l'obligation de s'orienter sur autre chose. Moi, j'ai eu cette chance de pas faire les choses par obligation. Aujourd'hui, on stigmatise beaucoup de jeunes joueurs en disant ouais, mais les parents, les jeunes joueurs font pas les bons choix, etc. Parfois, c'est compliqué de pouvoir apporter un jugement là-dessus quand tu es dans l'obligation de. Moi, c'était un objectif de, parce que c'est un objectif familial, parce que je voulais être footballeur professionnel, parce que c'est un rêve au départ. Ça devient un objectif où tu mets pierre après pierre pour pouvoir le valider. Mais je me suis jamais enfermé dans l'ouverture que je pouvais avoir, quoi. Ça pouvait surprendre parce que quand tu expliques comment tu vis à certains entraîneurs ou à certains présidents ou à certains directeurs sportifs, ils ont parfois conscience d'avoir quelqu'un de différent et parfois la différence peut faire peur. Mais moi, m'a pas dérangé, au contraire, j'aime les gens différents, j'aime me nourrir aussi, que ce soit des mecs qui soient des potes, des relations de travail ou de simples connaissances, mais c'est grâce à tout ça qu'on s'enrichit à terme. Et donc, pour avancer là-dessus, du coup, une fois ta carrière terminée, toi, tu t'es orienté vers le métier de commentateur. Donc, alors, tu as eu plusieurs étapes d'ailleurs avant de commencer ta période en tant que commentateur. Tu peux nous en dire plus un peu sur ce passage, cette transition,
Et je trouve un truc intéressant et je fais un parallèle qui n'a pas vraiment lieu d'être, mais moi, à mon humble niveau, c'était un petit peu la même chose. Je me suis toujours rendu compte que les capacités physiques, je serais incapable de courir. Donc, j'ai tout de suite dû réfléchir différemment pour comment j'allais vivre de ma passion qui est le sport et que je trouve que c'était vachement nourrissant et je me retrouve dans pas mal de choses de ce que tu dis. C'était le côté exister avec l'importance des gens autour de toi, en fait, d'être bien accompagné, d'être bien entouré pour justement pouvoir donner le meilleur de toi-même et avoir une capacité à exprimer ton potentiel en fonction de tes qualités. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Mais pour revenir à la question de base, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces premières transitions, tes premiers métiers avant d'aller au métier de commentateur et maintenant plus toujours axé sur le sport, sur le côté coach sportif et accompagnement de joueurs? Bah déjà, ce qui est paradoxal, c'est que c'est peut-être la seule étape qui n'était pas prévue. Alors autant toutes les étapes très jeunes, préformation, formation, équipe nationale, niveau professionnel à Paris, je dirais pas que tout était prévu, mais tout était un objectif. Donc lorsque c'est arrivé, on s'est pas congratulé entre mes amis et surtout ma famille. On s'est dit ok, étape validée, on passe à celle d'après. Là, en l'occurrence, celle d'homme de médias, elle n'était pas prévue, mais du tout, quoi. À la fin de mon parcours au Paris FC, toujours dans cette quête, hein, quelque part, de recherche de ce que je voulais faire ou avec qui, j'ai pris le temps. Donc, j'ai pris le temps de voyager, toujours axé autour du foot, hein, mais j'ai été en Angleterre, j'ai été en Espagne, j'ai été au Japon, j'ai été dans divers pays d'Afrique, que ce soit au Maroc, au Sénégal forcément, puisque j'y ai beaucoup d'attaches. Mais pour voir comment aux États-Unis aussi, comment on vivait le sport, quelles compétences on mettait, quel discours on était capable de poser en face. Parce que j'avais souvent fait le constat que l'idée n'était pas de se dire c'est bon ou c'est pas bon en termes de discours, mais parfois j'avais un décalage entre ma manière de matérialiser par le discours l'ambition que j'avais et l'ambition que je voulais aussi pour beaucoup. Et c'était important de pouvoir voyager, de pouvoir voir comment on bossait un petit peu partout dans le monde, comment on voyait le sport, comment les gens matérialisaient aussi ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Et juste pour rebondir là-dessus rapidement, c'est quand même un truc où effectivement, les anciennes classes, tu as vraiment le côté avoir été dans une grande école, format très linéaire, etc. Alors que dans le milieu de l'industrie du sport, dans laquelle nous, on vit avec Mathieu, tu as vraiment le côté start-up, ouverture d'esprit, parcours différent, pas un seul bon chemin pour y arriver. Et c'est intéressant que tu dises et potentiellement, je pense que c'est en train de changer aussi dans le foot, mais il y a 10 ans, tu avais vraiment le côté très stéréotypé. Je trouve que tu as quand même une ouverture d'esprit maintenant où tu as des entraîneurs jeunes de nationalités différentes qui voyagent beaucoup, qui est en train de pénétrer, quoi. Oui, c'est toujours dans cette volonté, enfin j'espère en tout cas qu'ils sont là-dessus, mais pour en parler assez souvent avec Julien Stéphan, que je connais très bien, cette volonté de certes avoir des convictions, pas avoir des certitudes, parce que c'est le meilleur moyen de ne pas avancer, mais d'avoir des convictions et de se nourrir de tout ce qui t'est proposé autour, parce qu'encore plus aujourd'hui, il y a tellement de choses à voir, à explorer, tellement de personnes avec qui converser, échanger. L'idée n'est pas de convaincre forcément la personne qui est en face de toi, mais au moins de pouvoir intégrer le pourquoi elle pense comme ça et où est-ce qu'elle veut aller. Donc voilà la quête qui était la mienne. Et le hasard a fait que j'avais fait, quand j'étais joueur, j'avais répondu à une sollicitation de Sarah Menaille. Sarah Menaille, pour ceux qui la connaissent pas, c'était la voix dans le vestiaire, dans l'émission sur RMC Sport. Et elle terminait, elle, ses études, elle avait besoin de faire un mémoire sur un ancien joueur, elle m'avait sollicité, et donc j'avais répondu positivement à sa sollicitation. Et donc quand elle devient la voix du vestiaire, elle me demande, alors que je rentre de vacances, est-ce que ça te dit de venir en tant qu'invité sur le vestiaire? Je dis, bah écoute, je vois pas trop ce que c'est le vestiaire. En plus, l'émission était nouvelle, mais bon, pourquoi pas, hein. Elle me dit, ouais, il y a pas trop, t'inquiète pas, il y a pas de questions pièges. Je dis, ouais, ça n'existe pas, les questions pièges. Il y a que les réponses qui sont piégeuses. Donc, tu fais ce que tu veux. Mais il y a pas de questions pièges, ça n'existe pas, ça. Mais, et donc, j'y vais. Et donc, ce soir-là, bon, il y a Jérôme Roten que je connais très bien. Il y a William Gallas qui a été à l'INF Clairefontaine aussi sur les générations avant. Qui on a beaucoup de points communs et d'amis en commun. Et il y a Manu Petit aussi qui
qui est génial, quoi. Donc j'avais eu beaucoup d'échos, notamment de Nico Anelka. Donc j'y vais, on passe un super moment. Et c'est un soir où Laurent Salvaudon, le rédac chef, est là. De toute façon que l'émission est à 23h, donc il n'était pas là tous les soirs. Mais il est là ce jour-là, on converse un peu à la fin de l'émission. Et je reçois peut-être 10 jours plus tard un appel, et c'est lui, écoute, il y a un match de Première Ligue, est-ce que ça te dit de venir le commenter? C'est Manchester, je sais plus Manchester qui, mais bon, un match à venir commenter. Et je réagis comme je le fais tout le temps. C'est bien, passion, puisqu'on parle de football et que le football c'est toute ma vie. L'opportunité d'aller dans les stades, de pouvoir converser aussi avec les entraîneurs qui bien évidemment sont assez ouverts, donc que ça soit en Première Ligue ou au Portugal ou après sur les différentes coupes d'Europe, et puis de me dire que de toute façon, comme j'ai jamais rien fait par obligation, si ça me plaît pas à un moment donné, j'aurais aucun problème de taper à sa porte et de dire écoute Laurent, c'était cool. Mais je pense qu'il y a un autre qui collera beaucoup plus. Et c'est une aventure qui a duré 5 ans, donc top. J'adore ta manière d'amener chaque chose comme c'était relativement facile. J'étais à Clairefontaine et puis après j'ai signé au PSG. Puis j'ai fait la Ligue des Champions et j'ai joué avec 2-3 mecs pas trop mauvais. Et puis après j'ai fait 5 ans commentateur chez RMC. Tu sais ton côté banaliser ces réussites-là, alors que nécessairement tu as un espèce de travail de fond, une solidité qui fait que tu peux y arriver, tu vois, que ça soit sportivement ou après professionnellement derrière. Ah oui, non, mais ça je le cache pas, hein, mais chacun est sujet à l'éducation qui est la sienne. Mais chez moi, bon, Mathieu connaît un petit peu mes parents, travailler c'est tellement normal qu'on n'a pas besoin de l'évoquer. C'est lorsqu'on est amené à utiliser le mot travail qu'il y a un problème, parce que ça veut dire qu'il n'y en a pas assez. Mais nous, on a toujours raisonné comme ça, avec mes parents, avec mon frère. En ce qui concerne le football, oui, la difficulté, on la connaît, parce qu'on n'est pas fou. On est dans un grand club composé de grands joueurs. Il y a très très peu d'élus. On sait que chaque jour, tu joues ton avenir, parce que je me mets à la place de tous ceux qui étaient en formation ou en pré-formation avec moi, à qui on a dit oui, tu seras peut-être un joueur un jour, mais pas ici. Mais je voulais pas être sujet à ça. Donc chaque jour, quand on nous répétait, que ça soit à Clairefontaine avec Franck Raviot, Monsieur Francisco, Monsieur Dussault, Monsieur Merel, il y en a peut-être 2 ou 3 dans notre promotion qui vont sortir. Chaque jour, je me levais en disant je serai dans les 3. Les autres, on verra, mais mes parents me disaient... Je sais pas qui seront les 2 copains, mais moi je serais un des 3. Oui, voilà, clairement. Non, je me disais ça. Je me disais, on est une belle bande de potes, on s'éclate au collège, c'est génial de jouer sous les conditions qu'on nous propose à l'INF puis au PSG sont géniales. Mais comme me le martelaient, moi, mes parents à chaque fois, part du principe que tout ce que tu fais pas en termes de travail, un autre le fera. Que ça soit ailleurs, et à un moment donné, il aura la vie que tu souhaites mener, ou même dans ton propre vestiaire. Le mec, il va te serrer la main tous les jours avec le sourire. C'est un mec qui, s'il doit te marcher dessus parce qu'il veut la vie que vous souhaitez tous les deux, il le fera. Donc, si t'es pas prêt, toi, à faire l'effort de plus, avoir la réflexion de plus, l'ouverture de plus, l'ambition de plus, eh bien, tu fais comme tu veux, mais ta vie, tu vas la choisir, en tout cas sur ce début de carrière. Donc, je me suis levé chaque jour, moi, avec ça, en considérant pas que ça soit un poids trop lourd à porter. Si ça avait été trop lourd, très honnêtement, j'aurais choisi un autre club que le PSG. Ça n'aurait pas enlevé mes rêves et mon ambition d'être un jour joueur professionnel, mais quand on sort, ton frère a dû t'en parler, mais quand tu sors de l'INF et que tu as plutôt bien fait le travail, tu as énormément de clubs qui sont prêts à t'offrir l'étape d'après, à savoir le centre de formation. Si je choisis le PSG, c'est que je suis bien conscient que la difficulté va être très importante, mais par contre, ce degré d'exigence va me faire grandir en tant qu'homme et en tant que joueur fois 10 par rapport aux jeunes de ma génération. Ouais. Je rebondis sur... Excuse-moi, Sam, je rebondis sur un truc rapidement, parce qu'effectivement, tous les gens avec qui on en parle le mentionnent. Les gens qui ont fait Clerf, comme toi, référencent toujours cette période de leur vie comme quelque chose de structurant au-delà du foot, et comme une vraie école de vie. Donc, la première partie de ma question, c'est à quel point ça te sert encore aujourd'hui dans tes métiers différents, ce que tu as appris à Clerf. Et l'autre partie de ma question, qui est un peu plus une digression,
on a l'impression que Clairefontaine a perdu un peu ce côté sacré aujourd'hui. Est-ce que tu as une explication à ça? Est-ce que tu sais pourquoi le Clairf de 2021, c'est pas le Clairf que tu as connu sur tes générations? Bah déjà, ça s'explique parce qu'il y a une façon différente de travailler de la part des clubs, avec des centres de préformation aussi. L'envie de pouvoir trouver de former ou de développer des joueurs très très jeunes. Aujourd'hui, tu vois des jeunes de 16-17 ans qui sont pros. Aujourd'hui, quand je raconte à des jeunes, j'ai fait 2 ans dans le groupe pro, non-stop, tous les jours, euh, sans être pro, et que j'ai eu le contrat pro au terme de ces 2 ans, parce que chaque jour c'était un examen de passage pour Philippe Bergerot, pour Luis Fernandez, pour Vaïd Halilhodžić. Et même pour les joueurs, hein, je ne vais pas te couper, je me rappelle d'anecdotes avec Gabi Heinze, enfin, tu vois, c'est-à-dire que même les joueurs t'ouvraient pas la porte du vestiaire comme ça. Ah mais aujourd'hui c'est magnifique, c'est limite quand tu es un joueur plus expérimenté qu'il faut que tu fasses attention parce qu'il faut ménager aussi. Faut que tu sois à la mode. C'est compliqué, il faut être là, il faut les materner, il faut à l'époque les mecs quand ils travaillent dur parce qu'encore une fois c'était dans la logique de tout ce que j'avais vécu et que le week-end il n'y a pas le résultat. T'inquiète pas que le dimanche ils te font bien comprendre quand t'as pas été au niveau. Et moi ça m'allait très bien parce que ce que j'avais connu à Clairefontaine et au centre de formation du PSG, on était là-dessus. Je faisais partie des joueurs qui jouaient beaucoup, des joueurs qui avaient des responsabilités comme le capitanat, mais j'étais pas là pour brosser les gens dans le sens du poil, j'étais là pour mettre le groupe devant ses responsabilités. On veut aller chercher la reconnaissance qu'on pense mériter, on doit bosser dur. Donc je pense que ce changement, tu l'as parce que les clubs ont envie maintenant de former très jeunes des joueurs. Clairefontaine, c'était entre 13 et 16. Aujourd'hui, la préformation à Paris était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, et c'est pareil partout. Aujourd'hui, tu as des gamins qui peuvent aller à Barcelone, à City, à Liverpool, au Bayern Munich, même quand ils jouent en pro. Regarde des mecs comme Kouassi, etc. Ils jouent en pro, pourtant ils s'en vont. À l'époque, tu aurais donné même le quart du temps de jeu. Les mecs, ils se seraient accrochés aux barrières du camp de loge et ils auraient plus voulu rentrer chez eux. Donc, tu vois, pour moi, elle est là. Après, je me souviens plus de la première partie de ta question. La première partie de ma question, c'était tous les gens à qui on parle, tous les gens qui ont été à Clerf et à qui on en parle, pour eux, c'est tous, ils le mentionnent tous comme une école de vie et quelque chose de très structurant dans leur vie, bien au-delà du football. Et je voulais que tu reviennes un petit peu sur ça et si effectivement des choses que tu as appris à Clerf te servent encore aujourd'hui dans ta vie pro, quoi. Non, mais Clairefontaine, c'était exceptionnel. Très honnêtement, pour la petite histoire, au départ, je dois, moi, aller sur la structure de Verneuil, donc qui était la Ouais. préformation du Paris Saint-Germain. Et en fait, c'est sur les C'est conseils. loin d'être exceptionnel à l'époque, il faut le dire. Oui, tout à fait, c'est vrai. Mais tu sais, c'était le côté, j'étais content, le côté, la vie en internat, être avec tous les potes avec qui j'allais jouer le week-end. Et en fait, c'est sur les conseils de la mère de Selim Benachour. Donc Selim est un peu plus vieux, mais Selim était à l'INF, qui était très ami avec mes parents. Et donc il lui dit non, non, il faut qu'il y ait Clairefontaine, tu vas voir là-bas, c'est une vraie structure, il va avancer, tu vas voir, ça va lui changer la vie. Et étant déjà d'un naturel assez solitaire, quoi. Mes parents ont pas trop peur de m'envoyer en internat. Moi, au contraire, je me dis ça va être le grand kiff, quoi. On va être une bande de potes, il y a 3 générations. On va aller à l'école ensemble, on va jouer au foot ensemble, on a un but commun. Déjà bien joué avec l'INF, mais un but déjà perso, mais qui se rejoint aussi, à savoir être professionnel à terme. Euh, et on arrive surtout à un âge qui est très compliqué, l'adolescence entre 13 et 16, même quand tu es chez toi, c'est très compliqué, quoi. Et nous, à l'INF, tu vois tes parents un jour par semaine, parce que même le lendemain, tu as match avec ton club, donc tu les vois un jour par semaine. Mais pour moi, ça a été une école de vie exceptionnelle. Déjà sur le footballeur en développement que j'étais, mais sur l'ado aussi, quoi. Il y avait un mec, par exemple, comme Franck Raviot, qui était mon voisin de chambre, qui m'a été d'un soutien fou, déjà par rapport à mes performances, mais aussi sur un aspect comme les médias, par exemple. Aujourd'hui, on voit beaucoup de joueurs qu'on se recule par rapport aux médias, mais qui est pas toujours légitime parce que ils ont cette peur, parce que le média, c'est celui qui tape, c'est celui qui critique. Et lui,
en tout cas pour ma part, m'a beaucoup aidé à pas considérer le média comme tel, à considérer le média comme une source de com, une source d'échange, une source de développement aussi. Donc je pense que ça, c'est ce qui m'a aidé aujourd'hui aussi. Et aussi, quand tu as 13 ans et que tu as, j'en sais rien, 1500, 2000 gamins qui ont envie de réaliser le même rêve que toi, ce premier rêve, hein, très jeune, d'appartenir à une promotion de 18 ou 20 joueurs, si t'as pas ces notions de travail, de résilience, de performance aussi, parce que c'est ce jour-là, pas demain, pas hier, où tu es prêt sur la journée de détection, parce qu'il y en a plusieurs, pour pouvoir écrémer de sortir 18 joueurs, ou tu l'es pas. Il y a énormément de joueurs qui avaient énormément de talent, parce qu'on se connaît tous en région parisienne, mais qui, le jour de la détection, surjouent, ou sont pas dans un bon jour, sont un peu patraques, gèrent pas le stress. Donc, quand tu as 13 ans, déjà, on t'enseigne aussi, quelque part, cette maîtrise des émotions, être prêt le jour où on te le demande, être sujet à la concurrence, mais tu fais un bond comme pas possible dans la vie du jeune homme qui t'attend, quoi. Et du coup, il y avait un truc sur lequel je voulais rebondir quand même sur la notion de travail et de savoir. Tu disais qu'à la sortie de Clairefontaine, si tu as bien fait les choses, tu avais beaucoup d'options. Moi, en l'occurrence, mon frère était plutôt la personne qui avait très bien fait les choses, mais qui n'avait pas une tonne d'options. Et c'est pour dire que chacun se nourrit un petit peu différemment. Toi, tu disais que c'était vraiment un objectif, et je pense que cette notion d'objectif et de dire c'est pas forcément le meilleur qui va y arriver, c'est celui qui va le plus travailler. Je pense que chacun avait sa destinée. Au final, moi, mon frère a réussi à faire une carrière de 20 ans dans le professionnalisme, où là, maintenant, il se régale aussi bon, pas cette année, mais il se régalait en MLS jusqu'à présent. Dire que les parcours sont un peu différents d'une manière générale quand même selon les personnalités, mais que tu as quand même la notion de travail toujours de fond qui fait la différence entre ceux que tu vois et ceux que tu vois pas quand même au final dans leur carrière. Et ça, je trouvais ça assez intéressant. Mais pour transiter un peu sur la partie plus vie post-football, vie post-joueur plutôt, du coup, toi, tu es un peu partagé entre deux choses, ton envie de l'entrepreneuriat et qu'on voit qu'il y a été une caractéristique qui a commencé très jeune, parce que tu as tout de suite parlé de la notion de leader, capitana, etc. Et avec les termes qui vont avec. Donc, tu as d'une partie ce côté entrepreneur, et de l'autre partie, la partie coaching qui, au final, revient aussi à cette envie de diriger, à cette envie de rassembler, de créer avec un ensemble de personnes. Tu peux nous en dire un peu plus sur ces deux axes de développement que tu as ? Déjà, moi, cette réflexion en ce qui concerne la société qu'on a aujourd'hui avec un ami d'enfance, la réflexion, elle n'est pas née quand j'ai arrêté de jouer. Elle a toujours été sujette quand je jouais. Déjà, parce que quand on parlait tout à l'heure de se nourrir des gens qu'on est amené à côtoyer, en l'occurrence, cet ami d'enfance a joué aussi au Paris Saint-Germain. Il n'a pas eu la chance, lui, de passer pro. Il a fallu s'orienter sur autre chose. Donc lui a travaillé beaucoup dans l'assurance, dans la création de sociétés aussi. Donc le fait d'être très ami avec lui fait que je me suis toujours intéressé à ce qu'il faisait, au quotidien qu'il avait, à l'apport aussi qu'on pouvait amener aussi, que ce soit aux sportifs, mais également aux non-sportifs. Mais je m'y intéressais par rapport au métier qui était le mien, en l'occurrence jouer au foot, parce qu'on parle souvent d'assistanat quand on parle du joueur de foot. C'est pas toujours vrai. Et je pense qu'il n'y a pas moins d'assistanat que dans d'autres corps de métier sujets à la notoriété publique. Est-ce qu'un acteur est moins sujet à l'assistanat? Est-ce qu'un basketteur ou un golfeur est moins sujet à l'assistanat? J'en suis pas persuadé. Je pense que c'est propre à chacun, à l'envie de faire les choses, à l'envie de découvrir, quitte à parfois se casser la gueule, hein, pour être un petit peu vulgaire, ça fait partie du jeu, hein, tomber pour réorienter, réajuster. C'est comme ça que moi j'ai toujours vu les choses. Donc c'est comme ça qu'on a lancé de façon bien plus concrète cette structure où on va être dans l'accompagnement, de la création de sociétés, dans la gestion de fonds d'investissement, dans le family office, dans la gestion d'actifs, ce qu'on appelle aujourd'hui gestion de patrimoine pour beaucoup de joueurs, parce que les accompagnants n'ont pas vraiment envie de se fouler à expliquer dans le détail, ou parfois ils pensent qu'il va y avoir un manque de compréhension chez les sportifs en face, ce qui n'est pas toujours le cas, hein. Il suffit de vulgariser beaucoup le discours et on finit toujours par se comprendre. Mais pouvoir amener cet accompagnement, que ce soit aux joueurs ou aux non-joueurs, aux sportifs ou aux non-sportifs,
pour pouvoir avancer, pour pouvoir mieux appréhender les choses, pour pouvoir aussi faire intégrer aux gens que être à la tête d'un projet, c'est bien, mais il faut que celui-ci puisse te botter. Moi aussi, et c'est le cas aussi de mon associé, on se rejoint aussi sur cette envie d'avoir des responsabilités, cette envie de pouvoir conseiller, cette envie de pouvoir échanger. Donc c'est dans ce cadre qu'on a voulu nous très rapidement matérialiser cette ambition qu'on avait avec la société. Après, en ce qui concerne le coaching, ça aussi, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Déjà, à Clairefontaine, à l'époque, je posais plein de questions. J'avais mes différents blocs-notes où je marquais toutes les séances d'entraînement, pourquoi elles étaient faites, etc. Je me faisais même chambrer quand j'ai commencé à jouer à Paris et que je jouais pas beaucoup. Les mecs me disaient, non, mais tu réfléchis tellement comme un adjoint que tu m'étonnes qu'il ait pas envie de te mettre sur le terrain et aussi à côté de lui. Donc, je me faisais Garde sur le banc. Ouais. Donc c'était donc voilà, mais le coaching, moi c'est en moi, j'espère vraiment que j'aurai l'opportunité de pouvoir embrasser cette carrière. En attendant, moi je continue d'avancer dans ce processus d'apprentissage, de développement qui est le mien, mais j'espère vraiment demain pouvoir être un entraîneur avec des convictions, un entraîneur avec ce qu'il a animé pendant 15 ans pour derrière transmettre, vivre des émotions, partager. C'est ce qui m'a guidé toute ma vie jusqu'à la minute où on parle. Donc j'espère que ça sera toujours le cas. Intéressant. Et donc, pour aussi expliquer, parce que je suis sûr qu'il y a des étudiants qui sont un peu dans ce milieu-là, qui savent pas trop vers où se tourner, mais qui sont intéressés par le milieu d'agent, qui potentiellement passent ce genre de diplôme sans vraiment trop savoir. Comment ça se passe, une structure comme ça? Comment est-ce que tu l'as construit? Comment est-ce que tu fais en sorte d'avoir ta rémunération? Comment est-ce que tu la fais grossir? Est-ce que c'est un modèle d'accompagnement mensuel que tu factures comme du conseil? Est-ce que c'est sur des opérations? Comment est-ce que tu le construis, ce business model-là? Bah, ça dépend toujours de ce que en l'occurrence, le client ou celui qu'on va être amené à accompagner considère les choses. C'est toujours des propositions qui sont à tiroir. C'est sûr que si on part du family office, j'en sais rien, un truc très bête, hein, un besoin, comme son nom l'indique. Tu peux expliquer pour ceux qui connaissent pas bien ce qu'est un family office? Un family office, c'est tout ce que vous pouvez avoir besoin dans votre quotidien. Ça peut aller de la voiture, à demain l'achat d'une maison, à demain l'achat d'un hôtel, ou l'envie. Enfin, c'est tellement divers un family office. Certaines conciergeries font du family office, par exemple. Ouais. Toi, ton explication, parce que nous aussi on est très branché start-up, investissement et les family office, c'est souvent des fonds d'investissement. Toi, c'est la gestion, grosso modo, du portefeuille client pour ton client et sa famille. C'est ça. C'est exactement ça. Donc, sur ça, oui, il va y avoir une rémunération avec un pourcentage qui va être défini en amont. Après, il va y avoir divers investissements. Bien évidemment que si tu es sur, j'en sais rien, tu me dis demain, Bad, moi j'ai envie d'acheter une maison pour faire de l'achat-vente. La maison, enfin, on fait pousser la maison, demain on la revend. C'est une rémunération qui arrive très vite pour toi, donc c'est aussi définissable très vite. Quand on est sur d'autres projets, par exemple sur quelqu'un qui veut acheter un hôtel, là tu sais que tu es sur autre chose, tu es sur un investissement à 5-7 ans. Sinon, avant, ça sert à rien. N'y va pas. Nous-mêmes, on te le dira, n'y va pas. On va avoir parfois des demandes de personnes qui ont réussi, qui ont très bien réussi dans le monde des affaires, mais qui sont fascinées par le monde du football, par exemple, et qui vont se demander j'ai entendu que tel club était à vendre. Bon, alors il faut leur expliquer que, mis à part 2 ou 3 clubs, sont tous à vendre. Parce que voilà. Mais pourquoi je dois y aller ou pourquoi je ne devrais pas y aller en fonction des clubs, de la région, de ce qu'ils souhaitent y mettre à côté. Est-ce qu'il y a un développement à côté immobilier? C'est un ensemble de paramètres qu'il faut prendre en compte. Après, l'activité d'agent, nous on n'y va pas ou très peu parce que c'est pas notre corps de métier, c'est pas ce qui nous amène à prendre énormément de plaisir. Après, l'intermédiation, oui, on peut y aller si on nous le demande, parce que c'est une intermédiation entre 2 parties. La troisième, si tu rajoutes le joueur,
mais c'est pas le domaine où on prend le plus de plaisir et c'est pas le domaine où on va le plus souvent. Et nous, dans notre secteur, on a vu aussi récemment beaucoup d'investissements. Alors, ça va. Aux États-Unis, c'est une tendance qui est très marquée avec un Shaquille O'Neal qui est multimillionnaire sur ses investissements post-carrière. On voit, nous, il y a une des startups qu'on représente à la source qui s'appelle Greenfly, où il y a Chris Paul qui investit. On voit les stars NBA ont tous un portfolio et une vraie stratégie d'investissement à côté. Et on voit que ça commence à pénétrer en Europe aussi avec un Piqué qui est en train de bâtir un empire, mais ou même un Griezmann qui, à son échelle, fait des investissements dans la sport tech. Est-ce que toi, c'est des choses que tu regardes aussi en diversification de portefeuille pour tes partenaires, pour tes clients? Oui, moi aussi, il y a très souvent, par rapport au marché américain, des gens qui sont amenés à s'interroger. Donc, nous, on considère déjà que c'est une très bonne chose quand tu es amené à t'interroger, parce que c'est que t'as cette envie de savoir, t'as cette envie de découvrir. Donc, on est déjà sur une étape importante. Donc ça, c'est important. Et puis le fait de pouvoir se dire aussi qu'il y a des sportifs. Alors bien évidemment, chacun a son histoire, chacun a ce qu'il peut mettre, ce qu'il souhaite mettre et où est-ce qu'il souhaite le mettre. Mais ils sont très souvent précurseurs chez nos amis américains. Donc, quand il y a des symboles de réussite comme ça, forcément, il y a beaucoup de demandes par rapport à ça. Et c'est parfois des situations où il faut freiner aussi le client, le potentiel client, en disant que tout le monde n'est pas LeBron James. Quand il va investir un petit peu et rentrer dans le capital de Liverpool, ouais, il y va pas avec un pourboire non plus. On s'entend bien, quoi. Ouais, c'est 3% ou c'est 2-3%, ils ont une certaine valeur. Voilà, donc j'ai dit, Ouais. il faut être conscient qu'il faut pas faire perdre de temps à celui qui est en face, qui a ce désir de savoir, le mettre devant ses responsabilités, et puis nous aussi prendre les nôtres dans le conseil qu'on va lui proposer. Mais forcément, oui, tous ces sportifs qui sont amenés à très bien gérer leur portefeuille et leur diversification aussi d'investissement, c'est quelque chose qui est passionnant et très bien. J'imagine qu'il y a une grosse partie de ton métier, effectivement, sur ce sujet-là, qui est, comme tu viens de le dire, aussi une forme de reality check, quoi, pour certains de tes joueurs, parce qu'ils viennent en étant nourris par un certain nombre d'informations qu'ils vont trouver eux-mêmes ou qu'on va leur envoyer sur des effets d'annonce de sportifs qui réussissent à investir et faire Mathieu Flamini, joueur le mieux ouais, payé. voilà, c'est un peu, toi, tu prenais l'exemple de LeBron, mais j'avais ça en tête, tu vois. D'ailleurs, la manière dont en général c'est retranscrit, c'est pas hyper honnête non plus. Mais j'imagine que toi, t'as une grosse part d'éducation à faire parce que ils viennent probablement vers vous via ces effets d'annonce, mais quand ils vous parlent, ils doivent aussi comprendre que c'est malheureusement pas aussi simple que ça. Sinon, tout le monde le ferait et le ferait bien. Bah, moi, très jeune, j'ai toujours constitué que la plus grosse des propagandes, elle n'est pas, comme on le dit souvent, l'entourage ou selon la ville où tu habites. En l'occurrence, me concernant, c'était Paris, les tentations, etc. La plus grosse des propagandes, elle est dans le vestiaire. Parce que le mec te dira jamais exactement, et d'ailleurs c'est un droit, parce que nous-mêmes on va pas dire oui on travaille pour tel client et voilà ce qu'on lui fait, on le fera jamais ça, mais concrètement il te dira jamais par quel moyen ou par quel chemin il est passé sur l'investissement qu'il a fait, voire même si à un moment donné il a été amené à échouer sur une ou deux transactions, il te le dira jamais ça. Donc tu en as beaucoup qui viennent et qui te disent écoute moi j'ai eu un coéquipier qui a fait ça, bah je veux ça. Et c'est pas facile à entendre quand Ouais. on va dire à ce même joueur, ça n'existe pas. C'est faux. Crois-moi que s'il le faisait vraiment, ce qu'il te raconte, il ne jouerait plus au foot. Il ne jouerait, et l'euro million, la Française des Ouais. Jeux n'existerait plus. On ferait tous la même chose, mais ça n'existe pas. Donc bon, il faut l'expliquer. Et puis il y a aussi l'entourage qui arrive autour, qui lui aussi a entendu des choses. Donc il faut parfois désacraliser certaines choses, certaines idées reçues, parce que les gens pensent que tous ceux qui font fortune, tous ceux qui sont symboles de réussite, l'ont été en 6 mois. Ce serait trop beau. Ouais. Pour moi, le premier. Ouais, non, mais c'est ça. Et on revient à la notion de travail derrière. Mais c'est pour ça que c'est important de la faire sortir quand même, cette notion de travail, tu vois. La banalisation, quand tu as des jeunes étudiants qui viennent te voir et qui te demandent, machin, la base de base dont on parle pas, c'est plus bosser que les autres quand même.
Tu vois, et c'est pour ça que cette notion-là de devenir riche rapidement, effectivement, cette espèce de mythe, oui, il y en a une poignée qui arrive, mais c'est très rare. Bah, et puis surtout, enfin, encore une fois, hein, c'est pas quelque chose qui est dingue, hein, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Quel est ton objectif? Je veux être riche. C'est pas un objectif, ça. Parle-moi du cheminement qui va t'amener demain à être riche. Et puis la richesse, ça veut tout et rien dire. J'en sais rien. Il y en a qui vont considérer qu'à 500 000, ils sont riches et ils vont vivre toute leur vie. D'autres à 1 million. D'autres, ils vont te dire, tu vas voir LeBron James qui est valorisé à plus d'1 milliard. Il va te dire, bah non, j'ai pas assez, je vais continuer. Et puis, il y a des choses qui me bottent. Enfin, la richesse que tu vas avoir, la richesse d'esprit, la richesse de travail, la richesse de comment on fait, le cheminement on va utiliser, c'est ce qui va t'amener demain à chercher l'épanouissement, pas autre chose. La richesse comme ça, mis à part si tu gagnes au loto, perso, j'ai pas trouvé la recette. Mais c'est vrai que quand tu es jeune, tu as un objectif économique et après tu te rends compte, tu comprends pourquoi un Jeff Bezos est toujours à la tête d'Amazon et qu'il lâche pas le bébé en se disant bah, je vais juste la couler douce. C'est que l'objectif est redéfini à chaque fois. Vraiment. D'une manière générale, toi, sur ton parcours un petit peu atypique, etc., tu as des exemples dans ton entourage d'anciens athlètes qui ont embrassé une carrière d'entrepreneur un petit peu différente de la moyenne, qui sont des bons exemples et des bonnes transitions à présenter pour des différentes personnes qui se posent la question de à quoi va ressembler leur futur après leur carrière? Bah, de grands athlètes, je vais te dire non. Je vais te dire non dans le sens où beaucoup sont. Après, ça prend. Attention, c'est pas du tout un reproche, hein, mais ça prend beaucoup de temps une carrière quand tu l'amènes, en tout cas avec les ingrédients qu'il faut pour rester au niveau très longtemps, ou en tout cas t'en donner les moyens. T'as pas toujours ce recul pour te dire. Je vais me lancer dans l'entrepreneuriat. Il y a aussi, on parlait tout à l'heure de ceux qui te disent oui, j'ai vu tel exemple et le mec est devenu riche, je veux faire pareil. T'as aussi l'inverse. Ceux qui se disent, moi, ce que j'ai glané pendant toute ma carrière, j'ai aussi vu beaucoup d'exemples qui se sont lancés dans des investissements et qui n'ont plus rien aujourd'hui, même si tu me parles du fait de diversifier, etc. Ouais, aujourd'hui, ils n'ont plus rien, donc tu me garantis quoi? Donc, il y a aussi cette peur, ce capital risque à intégrer. Après, ça, c'est aussi, on peut être 10 hein, dans la pièce, hein. Et si on nous dit allez on va investir vous deux vous n'aurez aucun problème parce que cet état d'esprit start-up entrepreneuriat ambition conviction degré d'exigence vous l'avez en vous, mais il y en a peut-être 5 ou 6 autres qui se diront ouais non moi c'est pas mon truc et il faut avoir l'honnêteté de pouvoir se le dire. Donc moi ceux que j'ai en tête qui ont réussi, notamment mon associé, avant qu'on lance nous notre structure, mais qui avait déjà été symbole de réussite sur une autre structure, bah c'est malheureusement des mecs qui n'ont pas passé le cap pour être professionnels. Donc très vite ont dû basculer psychologiquement pour pouvoir être symbole de réussite sur autre chose qui allait les botter aussi au quotidien. Mais le sportif en soi, bah, malheureusement, on n'a pas beaucoup ça. Oui, après, il y a Mathieu Flamini, avec qui j'ai joué en espoir, qui a lui aussi très vite basculé pendant qu'il était déjà joueur. On parlait tout à l'heure d'idées reçues. Martin Braithwaite, c'est pareil à Barcelone. Les mecs disaient qu'il était, alors que pour très bien connaître le sujet, c'est ce qu'il gère qui est équivalent à ce qu'on a annoncé. C'est pas sa fortune personnelle. Sinon, vous doutez bien qu'il serait plus au Barça, il serait au Bahamas. Donc, mais non, pour le coup, pour que mon frère l'a un peu côtoyé sur Toulouse, et pareil, je pense que lui, dans son objectif, il va avant tout être le meilleur professionnel possible par rapport à son développement personnel, tu vois, au-delà des rentrées pécuniaires pures et dures. Non, c'est important. Et puis, heureusement, encore une fois, bon, pour très bien connaître le sujet par rapport à lui, à sa structure qui est entre autres dans l'immobilier, mais pas que, je savais bien qu'il y avait eu de la désinformation là-dessus, mais ça va très vite, encore plus aujourd'hui avec les moyens, Internet, etc., de se dire, regarde ce qu'il a fait en très peu de temps et bim, aujourd'hui, il est multimillionnaire. Alors que il l'est peut-être, mais pas autant que c'était annoncé, parce que ça, c'était encore une fois l'ensemble des investissements qu'il est amené à gérer, ce qui est très bien. Ça veut dire aussi que beaucoup lui font confiance et qu'il est compétent dans ce qu'il fait. Et c'est pour ça aussi que malgré le fait qu'on puisse être amené parfois à le railler parce qu'il joue à Barcelone, etc., même si je pense que c'est pas toujours mérité, dans l'épanouissement qui est le sien en tant que joueur et aussi en tant qu'homme, je pense qu'il prend beaucoup de plaisir. Et c'était le cas avec Mathieu aussi Flamini, puisque comme on a joué ensemble
en espoir, on était amené à échanger parfois là-dessus. Et il prenait aussi beaucoup de plaisir sur une autre niche qui n'était pas le football, quoi. La mésinformation entre la valeur et la réalité, c'est un truc que tu retrouves beaucoup aussi dans le monde des entreprises et des startups, en valorisation et ce que tu as vraiment en fonds disponibles. Donc, c'est de vastes sujets. Ouais, et puis la problématique, elle se trouve aussi dans le fait que, en l'occurrence, Braithwaite, il n'avait pas envie qu'on puisse parler de ce qu'il fait de très bien en ces termes. Donc, il a rétabli, lui, très rapidement les choses. T'en as aussi beaucoup, toujours dans cette quête d'image, qui sont très contents quand il y a une désinformation qu'ils considèrent être à leur avantage. Elle ne l'est pas du tout, parce que ceux qui sont à l'intérieur de cette niche savent très bien que c'est pas vrai, mais il y en a beaucoup qui sont très contents parce que le fait qu'on puisse dans l'imaginaire des gens dire si demain on dit Mathieu Lille-Palette est valorisé à 1 milliard, Bientôt, ça ne serait tardé. Peut-être que dans l'inconscient des gens, ça va t'amener aussi une autre clientèle et certains sont contents comme ça. Ouais. Chacun sa façon de voir les choses. Top. On arrive au bout du temps imparti, Bad, mais il y a un dernier élément qui est important aussi, c'est tu es le parrain d'une association Football Solidarity. Si tu veux en toucher un petit mot avant de fermer ce nouvel épisode. Oui, j'invite déjà tout le monde à pouvoir, sur les différents réseaux sociaux, à aller voir ce qu'ils sont amenés à proposer. C'est une association qui a pour but de mettre en lumière d'autres associations, donc toujours dans ce côté partage, redonner aussi ce qu'on a pu avoir, parce qu'on a chacun nos parcours de vie, nos moments plus ou moins importants, mais il y a certains qui n'ont pas accès à des choses même très simples. Il y a certains qui sont aussi nés, comme la petite Ninon aussi, par exemple, qui avait un souci important et qu'on a pu aider à ce niveau-là. Moi, j'essaie d'aider à mon niveau l'association dans le sens où j'ai été, encore une fois, dans un métier qui était de notoriété publique, avec des gens qui sont amenés à très longtemps vous ouvrir des portes. Donc, des gens qu'on est aussi amenés à aider parce qu'ils ont aussi des parcours de vie à un moment donné. Donc, c'est bien de leur rappeler aussi que à un moment donné, tu as eu besoin. On t'a donné non pas pour que tu puisses rendre demain, mais aujourd'hui, regarde, il y a une petite fille, par exemple, si je prends l'exemple de la petite Ninon, qui est toute jeune, qui doit grandir, qui doit pouvoir se développer, aller chercher cet épanouissement. Et si on peut lui donner un coup de main à un autre niveau, c'est génial. Donc, mettre en lumière, moi, c'est ce qui m'a intéressé dans cette association, en plus du fait que je puisse connaître tous les protagonistes, c'est le fait de pouvoir redonner, pouvoir remettre en lumière quelqu'un, quelque chose, une association, une institution, pour qu'on puisse toujours, dans cette quête du vivre ensemble, encore plus en ce moment avec la crise sanitaire où c'est pas simple, retrouver cette envie, cette joie de faire les choses ensemble. Un peu comme dans un vestiaire. Un peu comme et Mathieu va en prendre de la graine avec ses différents moyens et son enrichissement personnel. J'apprends toujours beaucoup quand je discute avec Jean-Michel. En tout cas, beaucoup plus que quand je discute avec toi, Samuel. Donc, je vais forcément en prendre de la graine. Non, merci beaucoup pour ton temps. Je pense que c'était très intéressant, très différent de ce qu'on fait d'habitude et je pense enrichissant avec beaucoup de sagesse et beaucoup de recul. Donc merci beaucoup pour ton temps. Ouais, merci, Bad. C'était cool. Et on espère que les auditeurs vous avez apprécié. N'hésitez pas encore une fois à en parler autour de vous, partager, liker. Vous êtes notre meilleure publicité. Donc, merci beaucoup de nous avoir écoutés une nouvelle fois. Et merci, Bad. Merci, Mathieu. Salut. À bientôt. Ciao. Le corner.